Votre programme avec IG. IG, bien plus que du trading, une équipe d'experts à vos côtés. Le plan de trading de Smart Bourse, chaque début de semaine, le lundi à 13h30 en direct et à retrouver bien sûr en replay ou en podcast sur bismart.fr pour bien mesurer les enjeux techniques du moment sur les marchés au démarrage d'une nouvelle semaine, d'un nouveau mois et d'un nouveau trimestre. Alexandre Baradez est avec nous en visioconférence, chef analyste chez IG. Bonjour et bienvenue Alexandre. Un mot peut-être de l'ambiance à la sortie de ce mois de septembre qui a vu une correction assez brutale des marchés obligataires sur la partie longue des courbes de taux. On l'a beaucoup commenté, c'est le sujet de cette rentrée. Autant on a vu des mouvements un peu brutaux sur les taux longs et sur la partie obligataire, Alexandre, autant on peut convenir que la baisse des actions réelles reste pour l'instant plutôt mesurée. On parle d'un effritement plus que d'une correction des indices actions. Oui, complètement. Et le mois de septembre a été marqué par ça, c'est-à-dire par des taux longs effectivement qui continuent de progresser, mais les taux courts qui, eux, sont sur une zone vraiment de plafonnement. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que la courbe des taux aux États-Unis, cette fameuse courbe de taux, est en train de se repentifier et cette repentification a accéléré. Alors, il y a toujours des écarts négatifs entre les taux courts et les taux longs. C'est-à-dire que les taux courts sont toujours bien supérieurs aux taux longs si on prend le 2 ans par exemple et le 10 ans. Mais cet écart s'est très nettement réduit. La semaine dernière par exemple, on avait un écart entre le 2 ans et le 10 ans qui était 3 fois plus faible, toujours en négatif, mais 3 fois plus faible que ce qu'on avait au début de l'été par exemple. Et donc, ça, selon moi, c'est en train d'acter d'une chose, d'acter du fait que, effectivement, les taux courts ne montent pas plus haut parce que la Fed n'a déjà pas relevé ses taux. Elle a eu beau envoyer un message assez agressif qui a surtout impacté, effectivement, la partie longue de la courbe de taux et un peu les marchés actions aussi. Mais ça a eu assez peu d'effet, finalement, sur la partie courte parce qu'on a quand même l'impression que sur cette partie courte, même les taux à 6 mois ou 1 mois, par exemple, il y a une surveillance de la macro américaine un peu court terme. Le pétrole, par exemple, on voit que le pétrole a connu une belle phase d'envolée et puis maintenant a du mal à accélérer plus fortement de $90 notamment. On a vu également des statistiques ces derniers jours. Vous regardez le flot de statistiques américains, notamment par rapport au consensus, eh bien on a quand même des surprises qui désormais, on est moins en dessous du consensus, on est même ces derniers temps un peu plus souvent en dessous du consensus que l'inverse. Et on avait la semaine dernière par exemple, et c'est pour ça que ça va peut-être annoncer ce qu'on aura cette semaine, mais pas mal d'indicateurs de Fed régional qui montraient des indices dans les services notamment, qui est vraiment la partie la plus surveillée parce que c'est là que se loge encore le plus gros de l'inflation, et bien des indices régionaux de Fed, donc d'activité dans les services, certains d'entre eux montrent une détente sur la partie emploi, sur la partie prix payé, la partie prix reçu également. Et c'est pour ça que la semaine qui s'ouvre va être très importante parce que des données sur l'emploi, évidemment le rapport sur l'emploi en fin de semaine, mais dès demain, vous aurez le chiffre JOLTS, les fameux emplois vacants. Et on se souvient que la séquence ces derniers mois était plutôt une séquence d'amélioration, moins d'emplois vacants, c'est-à-dire que le marché de l'emploi se détend un petit peu. Et si vous avez une séquence comme ça, tout au long de la semaine avec des chiffres de l'emploi un poil moins tendus, et puis aussi cette fameuse ISM Service, un indicateur d'activité dans les services qui perd un petit peu de terrain, eh bien, moi je pense qu'on n'est pas loin d'avoir des taux courts. Je ne dis pas qu'ils vont se détendre massivement, mais la quantification de la courbe de taux, pour moi, elle est bien partie et elle va s'accentuer dans les semaines et dans les mois qui viennent. Je pense plus par une détente des taux courts, moins que par une hausse moins forte des taux courts par rapport aux taux longs. Je pense que c'est vraiment une détente des taux courts un petit peu qui va commencer à arriver, des taux longs qui vont plus trop bouger et la repentification va se faire par ce biais-là. Et c'est sûr que des stats américaines qui continueraient d'être un peu en dessous du consensus, ça favoriserait cette repentification, mais aussi ça pousserait la Fed à changer un petit peu de discours lors des prochaines réunions, notamment si l'économie commence à ralentir un petit peu plus. Bon, on verra puisque nous aurons bien la publication du rapport mensuel sur l'emploi ce vendredi. Le shutdown a été évité au moins pour 45 jours avec une loi de financement d'urgence qui a été approuvée par le Congrès ce week-end. Si les surprises économiques sont un peu moins fortes peut-être aux États-Unis, regardons du côté de la Chine avec une semaine de vacances pour la Chine. Les marchés chinois vont rester fermés pendant cette Golden Week avec évidemment des effets de répercussions sur la consommation auxquels il faudra qu'on soit attentif. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'idée d'une stabilisation macroéconomique en Chine aujourd'hui? Est-ce qu'elle se confirme et est-ce que ça peut se traduire sur les indices chinois, Alexandre? En tout cas, il y a un pas qui me semble important qui a été fait. C'est ce qu'on évoquait d'ailleurs ensemble sur nos plateaux précédents. C'est qu'on observait déjà sur les indices d'activité, notamment le PMI manufacturier, qui est vraiment celui qui est le plus surveillé pour la Chine. On avait un PMI manufacturier officiel, donc celui qui couvre à peu près 3 000 entreprises en Chine, et notamment des entreprises un peu exportatrices, plutôt sur la partie est de la Chine. Eh bien, on notait déjà depuis 2 mois qu'on avait un petit redressement des indicateurs PMI, toujours contractés au niveau de l'activité manufacturière, mais cette fois-ci, la publication qu'on a
eu samedi, montre qu'on repasse au-delà de la zone des 50. C'est-à-dire qu'on a la première phase d'expansion de l'activité manufacturière en Chine depuis 6 mois, et on le sentait un peu frémir, si vous voulez. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. La nouvelle un peu moins bonne qui accompagne ça, c'est que l'activité dans les services, par contre, on voit que le momentum est toujours en train de ralentir, mais je suis qu'à moitié surpris, si vous voulez, et pas réellement inquiet, parce que il faut bien se faire toute la séquence post-Covid, si vous voulez. La manufacture repart carton plein post-Covid, ensuite sur les services qui embrayent, après la manufacture se contracte et les services ralentissent, voire se contractent, et là on repart, il me semble, sur un nouveau cycle très très léger pour l'instant, mais de réaccélération manufacturière en Chine, qu'on verra ensuite, je pense, se traduire sur l'Allemagne d'ici quelques temps également. Et donc, vous avez un graphique à l'écran probablement du Hang Seng, donc c'est un indice chinois, des grosses valeurs chinoises côté à Hong Kong. Ce qu'on est en train de surveiller actuellement, c'est justement, c'est plus tellement est-ce que l'indice va aller beaucoup plus bas, voire retrouver le point bas de l'année dernière. Vous voyez, on voit bien cette capitulation en 2022 avant de repartir. Moi, je pense que le point 2022, il va rester un point bas, qu'on aura du mal à le revoir. Et je suis plutôt en train de surveiller la zone, vous voyez, 18 500, 19 000. Vous avez cette grosse oblique qui passe par tous les sommets de toute la baisse depuis 2021. Vous voyez, une grosse oblique comme ça, tendancielle baissière. Et vous voyez, il y a des zones horizontales également qu'on surveille. Et en gros, vous aurez une belle zone pour rentrer long à nouveau sur la Chine, dans cette zone des 19 000 points, voilà, 19 000, 19 500. Dès qu'on repasse un petit peu ce nuage technique, très très probablement, il sera accompagné aussi d'une amélioration de la macro chinoise, peut-être progressivement, mais quand même d'amélioration. Et voilà, je pense qu'il faut plutôt s'attendre et se préparer à se positionner long sur un bon signal technique, plutôt que d'essayer d'aller retrouver le point bas de 2022. Peut-être qu'on ira sur une nouvelle capitulation et un double creux, mais à ce stade, je trouve que la probabilité d'y aller, surtout si les PMI s'améliorent, est de plus en plus faible. Intéressant de regarder dans ce contexte peut-être les actifs qui sont directement corrélés à l'activité chinoise dans la zone Asie-Pacifique. On aura, je crois d'ailleurs cette semaine, une réunion de la réserve de la Banque d'Australie, de la Royal Bank of Australia. On sait que le dollar australien est très sensible à la question des matières premières et à la Chine. Qu'est-ce qu'on peut dire quand on regarde la paire AUD-USD, comme on dit, Alexandre ? Oui, alors c'est une paire qu'on qualifie de paire commodity. C'est une paire qui est très sensible aux matières premières, au cuivre, à tout ce qui est activité en Chine, parce que l'Australie est un pays aussi exportateur de pas mal de commodities. Et puis ces liens qu'on souhaitait, pas forcément ces derniers temps plus mauvais que bon, mais ce lien commercial avec la Chine qui reste fort. Et donc le dollar australien par rapport au dollar américain, c'est souvent un proxy de la bonne santé de l'économie chinoise, des relations aussi parfois diplomatiques Australie-Chine. Mais on remarque bien aussi des séquences graphiquement qui sont très marquées. Vous voyez la partie de 2020, quand tout s'effondre, le virus, Chine, etc. Donc cette thématique, on voit le dollar australien qui chute, qui remonte ensuite très très vite, comme la séquence des actions, notamment qui rallie très fort toute la partie consommation énorme post-Covid. Et puis ensuite, avec tous les problèmes de la Chine accumulés depuis 3 ans, post-Covid notamment, le dollar australien n'arrive pas à retrouver les niveaux qu'il avait en 2021 et s'effrite. Mais à ce stade, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure pour le Hang Seng précédemment. Pourquoi, à ce stade, devrions-nous avoir un dollar australien qui retrouve les points bas de 2020, par exemple ? Il faudrait avoir une crise systémique comme celle qui était ou quasiment systémique comme celle qui était le Covid, ou même les points bas de l'année dernière. Vous voyez, on a eu un beau creux comme ça marqué en 2022 pour revoir ce point bas qui était marqué pendant que la Chine était confinée. Donc là, vous voyez, on a une situation où la Chine n'est plus confinée, on commence à percevoir des petites améliorations manufacturières, et donc c'est un peu comme le Hang Seng. Moi, je suis plutôt en train d'attendre, vous voyez, le bottom, en fait. Alors, je ne sais pas si l'oblique va tenir complètement, on voit qu'il y a un gros travail à ce niveau technique par les traders, par les algos. Moi, j'attendrais plutôt un rebond, 200, 300 points, donc revenir à 0,67, 0,68, pour avoir une impulsion comme ça qui démarre, par exemple, sur une nouvelle bonne statistique, ou pourquoi pas une thématique américaine où le dollar faiblit un petit peu, et à ce moment-là, on irait chercher à nouveau l'oblique supérieur. Voyons, on jouerait comme ça la partie un peu consolidation et retour aux deux zones dans ce triangle, plutôt que chercher les accélérations baissières. Donc là aussi, j'attends plutôt des signaux aussi à exploiter, plutôt que de travailler dans un sens de l'effritement qui se poursuivrait. Qu'est-ce que ça veut dire pour la zone économique européenne, Alexandre, sachant qu'on reste une zone très ouverte sur le monde, très branchée sur le commerce mondial, aussi faible soit-il aujourd'hui ? Ça a des répercussions sur l'Europe, avec un peu de décalage probablement. Tout à l'heure, on parlait de l'hypothèse de voir les PMI manufacturiers allemands commencer à aller aussi un petit peu mieux. On était tombé à 39 sur le PMI allemand, ce qui est absolument dramatique. C'est des niveaux qu'on n'a pas vus depuis le Covid, mais qui sont quand même au-dessus des plus bas du Covid, si vous voulez, mais qui s'en sont quand même pas mal rapprochés. Donc là aussi, est-ce qu'il y aurait une logique à avoir des indices d'activité en Allemagne retomber sur les plus bas du Covid ? Ça paraît très peu probable et très peu logique surtout. Donc, le plus probable, c'est que la Chine commence à bottomer sur des activités manufacturières,
ensuite cette petite embellie commence à se voir aussi sur la partie allemande, si on passe un hiver sans choc énergie, si le gaz reste à peu près correct, vous voyez, sans réplique de ce qu'on a eu l'année dernière, il n'y a pas de raison que l'Allemagne, dans les 2-3 mois qui arrivent, dans 4 mois, commence à envoyer des PMI un petit peu meilleurs. Et donc, quand on parle de l'Allemagne, ce gros moteur européen qui a pas mal calé depuis quelques temps maintenant, un peu de récession, puis on en sort un peu, puis on y revient un petit peu en contraction, il y a un indice qui est le Stock 600 Europe Industrial Goods et Services, dans lequel vous avez toutes les grosses valeurs de l'industrie européenne. Alors, c'est varié, il y a de l'aéronautique et de la défense, il y a un peu de tout, mais c'est les valeurs industrielles. Et vous voyez ce espèce de pattern comme ça, sommet, point bas, des belles obliques comme ça qui sont bien identifiées. Je pense que le seul risque que l'on ait, c'est de continuer, vous voyez, à osciller dans cette zone qui va se réduire progressivement, donc une espèce de compression qui va arriver, et ensuite on va en sortir par le haut quand l'Europe aura de meilleures statistiques, quand la BCE commencera à changer un petit peu de ton probablement l'année prochaine, quand la Fed aussi commencera à changer un petit peu de ton. Voilà, je ne crois pas du tout, si vous voulez, qu'on ait des répliques qui nous attendent, même ne serait-ce que sur le creux de 2022, vous voyez, qui est quand même un gros creux, encore moins sur le choc Covid qui était beaucoup plus bas. Pour moi, vous voyez, c'est des points de plus en plus hauts, des points bas de plus en plus hauts. Hein. Le choc Covid épicentre, réplique en 2022 ce creux sur le confinement en Chine. Et là, après, on est monté un peu trop vite, comme sur le reste. On a besoin de souffler un peu, mais je pense qu'on va souffler dans ce biseau, si vous voulez. Voilà, je ne pense pas qu'on repart sous le biseau. Et donc, toutes les zones obliques basses et anciens sommets, vous voyez, pré-Covid, pour moi, si on vient les chercher, c'est de super opportunités pour acheter, plutôt que se dire, je vais commencer à tout larguer. Donc, un peu de consolidation est sortie par le haut, mais j'écarte le retour sur les zones de 2022. Pour moi, il n'y a pas les bases pour ça. Et surtout, si l'économie ralentit trop fortement au niveau européen, je pense que les banques centrales très vite commenceront à changer le discours et n'attendront pas de rentrer dans une phase de récession globale et profonde pour réagir. Donc le scénario du pire cette fois-ci, je pense vraiment que les banques centrales vont l'éviter, très clairement. François Villeroy de Galhau, la semaine dernière, une semaine après la réunion de la BCE, expliquait que tester ou jouer le point de rupture sur l'économie européenne n'était pas une bonne manière de faire de la politique monétaire. Alors, tout le monde n'est peut-être pas d'accord avec lui au sein du Conseil des gouverneurs, mais c'est quand même le gouverneur de la Banque de France qui est un poids lourd sur la direction et l'impulsion qu'il peut le donner à la politique monétaire en zone euro. Et l'autre petite phrase à laquelle je vous fais réagir, Alexandre, c'est le président de l'IFO. Alors, on regarde les PMI manufacturiers en Allemagne qui sont sous 40 depuis des mois, hein, confirmé encore ce matin pour le PMI manufacturier de septembre. L'enquête IFO, qui est l'enquête domestique, est un peu au-delà de ce que nous donnent les PMI en Allemagne. Le président de l'IFO, Clément Fuest, la semaine dernière, sans en faire des tonnes, hein, parce que l'industrie allemande est dans une situation compliquée, estime que la partie industrielle, enfin que l'économie allemande est en train de faire son bottom, comme il dit. Hein. Oui, et puis c'est aussi confronté par ce qu'on voit des matières premières finalement, sauf le pétrole effectivement qui fait un peu cavalier seul, mais quand vous regardez l'ensemble des matières premières au niveau mondial, les métaux industriels ou autres, même le gaz, oui, il a un peu remonté ces derniers jours, mais c'est sans commune mesure ce qu'on avait à la même période de l'année dernière, si vous voulez. Donc l'hypothèse qu'effectivement le point bas soit atteint, s'il n'y a pas de nouveau choc lié à l'énergie, il est très très probable, et le discours de Villeroy de Galhau, on n'a pas tout été d'accord sur la phase en amont de l'inflation qu'il avait sous-estimée comme beaucoup de ses collègues, mais autant sur la phase de sortie, pour moi c'est une obligation, ils ont obligation de faire atterrir tranquillement l'économie parce que s'ils se loupent, ils seront obligés de remettre la main au portefeuille à la fois la Banque centrale et les États aussi, et aussi peu de temps après le Covid, c'est inenvisageable pour la plupart des États avec les taux actuels. Et donc ils ont une obligation en fait de poser les économies, et c'est vrai qu'on va avoir du fine-tuning de plus en plus sur la partie monétaire plutôt que des gros discours comme ceux qu'on avait en 2022. Là, ça va être beaucoup plus isolé, et voilà, je pense qu'il faut prêter attention justement à ces variations de discours avant les actes, mais les variations de discours entre réunions, je pense qu'on commençait déjà à envoyer des premiers signaux, un petit peu de choses un petit peu moins hard, un peu moins faucons dans les semaines qui arrivent. Les banques centrales sont condamnées à réussir le soft landing, hein, vous dites Alexandre. Sinon, ça coûtera beaucoup plus cher. Merci beaucoup Alexandre. Le plan de trading de Smart Bourse chaque lundi à 13h30 si vous nous suivez en direct, et à retrouver bien sûr en replay sur bismart.fr ou en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. C'était votre programme avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés.